dans les montagnes escarpées de Caroline du Nord, où l'air porte l'odeur du pin et où les rythmes de vie suivent encore la terre plutôt que l'horloge. Un homme qui a passé plus de 40 ans à vivre au-delà des limites de la commodité moderne se trouve maintenant confronté à une menace comme il n'en a jamais rencontré auparavant. Il ne s'agit pas d'une tempête qu'il peut survivre ni d'un hiver auquel il peut se préparer. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus implacable. Les agences gouvernementales ont porté leur attention sur l'île de la Tortue. La suite des événements ne déterminera pas seulement le sort du mode de vie d'un homme, elle déterminera peut-être si l'idée d'une véritable indépendance, celle qui était autrefois tissée dans le tissu de l'identité américaine, a encore sa place dans le monde moderne. L'avertissement n'est arrivé ni avec bruit, ni avec spectacle. Il est arrivé discrètement, de façon presque trompeuse. Une lettre certifiée. Par une froide matinée de janvier en 2024, son sceau officiel se détachait sur la tranquillité de l'île de la Tortue, tranchant le silence aussi nettement qu'une lame sur un bois intact. Eustace Conway se tenait sous le porche de la cabane qu'il avait construite de ses propres mains, les planches rugueuses sous ses pieds, étant façonnées à partir d'arbres qui s'élevaient autrefois sur cette même montagne. Tout ce qui l'entourait portait l'empreinte de son travail. La terre, les structures et la vie qu'il avait créées à partir de rien. Ses mains usées et marquées par des décennies de travail, des mains qui avaient sculpté, soulevé, façonné et enduré, ouvrirent l'enveloppe. Il y eut un léger tremblement, non pas de peur, mais de reconnaissance. Quelque chose avait changé. En déchirant le papier, un sentiment difficile à nommer mais impossible à ignorer monta en lui. Ce n'était pas de la panique, ce n'était pas de l'incertitude, c'était de la colère. Et sous cette colère, quelque chose d'encore plus profond, la trahison. Car à ce moment-là, avant même d'avoir lu les mots dans leur intégralité, il a compris ce que la lettre représentait. Pas seulement un avertissement, mais le point culminant d'une lutte qui s'était développée discrètement pendant des années. Il y avait à l'intérieur une mise en demeure, une infraction. Des citations détaillant des structures construites sans permis. Des demandes de mise en conformité immédiate avec les réglementations de l'État. Des exigences qui obligeraient Turtle Island à se conformer aux codes de construction modernes. Des codes conçus non pas pour des endroits comme celui-ci, mais pour un mode de vie complètement différent. S'y conformer signifierait plus que des ajustements, cela signifierait une transformation. Cela signifierait prendre quelque chose qui avait été construit comme un exemple vivant d'autonomie et le transformer en quelque chose de normalisé, réglementé, inspecté. Quelque chose d'indiscernable des systèmes mêmes dont il était censé se démarquer. Il était impossible d'ignorer l'ironie de la situation. Il y avait là un homme qui avait consacré toute sa vie d'adulte à prouver que les êtres humains pouvaient survivre et même prospérer, en n'utilisant que les compétences les plus fondamentales des connaissances transmises de génération en génération, bien avant que l'électricité, la plomberie et la bureaucratie ne deviennent inséparables de la vie quotidienne. Et voilà qu'on lui dit que son mode de vie n'est pas seulement non conventionnel, mais aussi illégal. La vie fait état de structures construites au fil des décennies, le bâtiment de la cuisine, l'atelier du forgeron, etc. Même les toilettes extérieures construites dans le style traditionnel des Appalaches, utilisées avec succès depuis des siècles, étaient considérées comme non conformes. Chaque structure était porteuse de sens, racontait une histoire et était désormais menacée. L'État a exigé des inspections des certifications des systèmes de plomberie modernes, installés par des entrepreneurs agréés des installations électriques mises aux normes. Des ajustements qui n'allaient pas seulement modifier les bâtiments, mais aussi changer fondamentalement la philosophie qui les sous-tendait. Il voulait que Turtle Island s'intègre dans un système auquel elle n'avait jamais été censée appartenir, sous peine d'en subir les conséquences. Ce matin-là, après avoir lu la lettre, Eustache se rendit au ruisseau qu'il avait nourri pendant 4 décennies. La même eau à laquelle il s'était fié, jour après jour. La même présence tranquille et constante qui n'avait jamais demandé de permission, jamais eu besoin d'approbation. Il s'agenouilla à côté, laissant la froide clarté du moment s'installer, et ses pensées se tournèrent non seulement vers lui, mais aussi vers les milliers de personnes qui étaient venues dans ce lieu au fil des ans. Des jeunes hommes et des jeunes femmes à la recherche de quelque chose de réel, de tangible, dans un monde de plus en plus artificiel. Ils sont venus apprendre à faire du feu sans allumettes, à construire des abris de leurs propres mains, à vivre avec la terre plutôt que contre elle. Pour beaucoup, l'île de la Tortue était plus qu'une destination. C'était un tournant. Un endroit où ils ont découvert non seulement des compétences, mais aussi une autre façon de voir le monde. Et maintenant, ils se demandent ce qui leur arriverait si cet endroit disparaissait.
Ou la prochaine génération irait-elle apprendre ce qui était autrefois un savoir commun? Des compétences qui avaient défini l'indépendance, la résilience et la survie pendant des siècles. Alors que l'eau se déplaçait régulièrement devant lui, sans loi ni frontières, Eustache prit une décision. Il ne s'écarterait pas du chemin. Il n'allait pas se contenter de regarder tout ce qu'il avait construit être démantelé, remodelé ou réduit à quelque chose de méconnaissable. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de lui, mais d'une question bien plus vaste qu'une simple parcelle de terre, les gens ont-ils encore la liberté de choisir une autre voie, vivre en dehors du système? Rejeter la commodité en faveur de la capacité. Prouver que la dépendance moderne n'est pas inévitable mais facultative. La bataille pour l'île de la Tortue n'est plus théorique. Elle a commencé. Et quelle qu'en soit l'issue, elle résonnera bien au-delà des montagnes où elle a commencé. Pour vraiment comprendre ce qui est en jeu, il faut regarder au-delà du conflit immédiat et voir l'île de la Tortue pour ce qu'elle a toujours été. Il ne s'agit pas seulement d'une ferme ou d'un camp, mais d'un témoignage vivant de ce dont les êtres humains sont capables lorsqu'ils renouent avec les connaissances qui ont permis à des civilisations entières de survivre. Eustace Conway a acheté cette terre pour la première fois en 1987, avec l'argent qu'il avait gagné grâce à divers emplois et entreprises. À l'époque, il était déjà connu parmi ceux qui appréciaient la vie primitive, non pas comme une expérience, mais comme un mode de vie. Il a traversé le pays à cheval, a vécu des hivers rigoureux dans un tipi et a acquis des compétences que la plupart des gens ne considèrent même plus comme nécessaires. Mais l'île de la Tortue représentait bien plus qu'une simple survie personnelle. C'était une vision, un lieu où les connaissances anciennes ne seraient pas seulement mémorisées mais pratiquées, transmises, préservées. Un endroit où les gens pourraient renouer avec ce que leurs ancêtres comprenaient instinctivement. Comment lire la terre? Comment trouver de la nourriture et des médicaments dans la nature? Comment construire des structures qui pourraient durer pendant des générations en utilisant uniquement ce que la terre fournissait? Au fil du temps, cette vision s'est élargie. D'un simple lopin de terre, elle s'est transformée en près de 1000 hectares de nature sauvage des Appalaches. Et sur ce territoire, chaque structure racontait une histoire. La cabane principale est un témoignage de patience et de savoir-faire. Construite à partir d'arbres récoltés sur place, chaque grume a été façonnée à la main à l'aide d'outils traditionnels, canif, hache, large, herminette. Pas de machine, pas de raccourci. Chaque coupe est délibérée, chaque joint est ajusté avec soin. Il ne s'agit pas seulement d'une construction mais d'une philosophie rendue visible. Le bâtiment de la cuisine abritait une imposante cheminée en pierre où les repas étaient préparés à la flamme nue. Le pain était cuit dans des fours en fonte enterrés sous la braise. La viande était conservée dans des fumoirs. Les légumes étaient stockés selon des techniques qui existaient bien avant la réfrigération. Rien n'était gaspillé, rien n'était précipité, tout était fait intentionnellement. Dans l'atelier de forge, le bruit du marteau frappant l'enclume résonnait à travers les arbres, tandis que les élèves apprenaient à façonner le fer brut pour en faire des outils, des clous, des charnières, des instruments qui dureraient, ne se briseraient pas, ne seraient pas mis au rebut. Ce n'était pas de la production, mais de la création. Et au-delà des bâtiments, au-delà des compétences, Turtle Island est devenu quelque chose d'encore plus important, un lieu d'apprentissage. Chaque année, des milliers de personnes arrivaient. Des groupes scolaires faisant un bref retour dans le passé, expérimentant l'histoire non pas comme des mots sur une page, mais comme quelque chose de vivant et de tangible. Des adultes cherchant à se déconnecter de la technologie et à redécouvrir des capacités qui ne leur ont jamais été enseignées. Des jeunes cherchant une direction, la trouvant à travers un défi, une discipline, une connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Au centre de tout cela se trouvait Eustache, non pas comme une figure de nostalgie, mais comme un pont vivant entre les mondes. Avec ses cheveux longs, ses vêtements en peau de dame, sa compréhension profonde et intuitive du monde naturel, il incarnait quelque chose de rare, une continuité entre le passé et le présent. Il pouvait identifier les plantes non seulement par leur nom, mais aussi par leur utilisation. Il pouvait allumer un feu sans outil. Il pouvait suivre les animaux dans la forêt avec une précision qui semblait presque instinctive. Pour beaucoup, ces capacités semblaient extraordinaires. Pour lui, elles étaient simplement ce que l'on avait oublié. Sa vie n'était pas une performance ni un acte de rejet pour lui-même. C'était une déclaration, un rappel que les êtres humains sont bien plus capables que les systèmes modernes ne le laissent souvent croire.
Et peut-être plus important encore, un avertissement sur ce qui est perdu lorsque la dépendance remplace la connaissance. Au fur et à mesure que l'île de la Tortue gagne en notoriété, les médias commencent à s'intéresser à elle. Son apparition dans l'émission Mountain Men de la chaîne History Channel lui permet de se faire connaître du monde entier. Les gens le regardent fasciné, inspiré. Des lettres sont arrivées de tout le pays et d'ailleurs, des messages d'individus qui ont senti quelque chose s'agiter en eux, quelque chose qui les a poussés à remettre en question leur mode de vie, les systèmes sur lesquels ils s'appuyaient, les compétences qu'ils n'avaient jamais acquises. Pour beaucoup, l'île de la Tortue représentait une possibilité, une voie différente vers l'avenir. Aujourd'hui, au bord de l'affrontement avec des forces bien plus structurées et puissante que tout ce qu'il a connu auparavant, Eustace Conway se retrouve à défendre non seulement des terres, non seulement des bâtiments, mais aussi une idée. Une idée qui est peut-être plus fragile qu'on ne l'avait imaginé et bien plus importante qu'on ne l'avait espéré. Certains ont vendu leur maison et se sont installés dans des zones rurales. D'autres ont commencé à jardiner ou ont appris les rudiments de l'artisanat. Les effets d'entraînement sont impossibles à quantifier, mais indéniablement réels. Mais le succès a entraîné un examen minutieux. Au fur et à mesure que l'île de la Tortue se faisait connaître, les organismes de réglementation chargés d'appliquer les codes de construction, les règlements sanitaires et les lois de zonage conçues pour le développement conventionnel ont commencé à s'intéresser à elle. Ce qui fonctionnait parfaitement bien avec les méthodes traditionnelles devenait soudain problématique lorsqu'on l'examinait à travers le prisme de la bureaucratie moderne. Le décor était planté pour une confrontation entre deux visions fondamentalement différentes de la manière dont les gens devraient être autorisés à vivre lorsque des réglementations menacent un mode de vie. Le conflit entre Eustace Conway et les régulateurs gouvernementaux n'est pas apparu du jour au lendemain. Il s'est construit progressivement en commençant par des plaintes et des questions apparemment mineures qui se sont transformées en menaces juridiques sérieuses. Les premiers grondements sont apparus au début des années 2000, lorsque les voisins dérangés par l'augmentation du trafic vers les programmes éducatifs de l'île de la Tortue ont déposé des plaintes auprès du comté. Soudain, une propriété qui avait fonctionné paisiblement pendant des années était examinée au microscope, conçue pour les entreprises commerciales plutôt que pour les foyers éducatifs. Les inspecteurs en bâtiment sont arrivés avec des planchettes à pinces et des citations. Ils ont mesuré les structures par rapport au code rédigé pour des maisons en dur construites par des entrepreneurs agréés. Ils ont vérifié si les bâtiments répondaient aux normes de sécurité incendie, si les chambres à coucher disposaient de fenêtres d'évacuation appropriées et si les cuisines étaient conformes aux réglementations en matière de restauration commerciale. Chaque inspection a révélé de nouvelles violations. Chaque violation s'accompagnait de demandes de modification qui allaient fondamentalement altérer le caractère de l'île de la Tortue. La menace la plus sérieuse est apparue vers 2013 lorsque le comté a déclaré que plusieurs bâtiments de l'île de la Tortue violaient les codes de construction et a menacé Eustace d'une peine de prison s'il ne mettait pas tout en conformité. L'ultimatum était brutal et sans concession. Il fallait soit tout rénover pour répondre aux normes modernes, ce qui impliquait de démolir les structures en rondins construites à la main et de les remplacer par des constructions conventionnelles dotées de systèmes électriques homologués d'une plomberie moderne et de fondations inspectées, soit s'exposer à des poursuites judiciaires et à la fermeture éventuelle de tous les programmes éducatifs. Pour Eustache, il s'agissait d'une crise existentielle. Tout l'intérêt de l'île de la Tortue était de démontrer que les méthodes traditionnelles fonctionnaient, que les êtres humains n'avaient pas besoin des systèmes complexes que la société moderne jugeait obligatoires. Obliger ces bâtiments à se conformer aux codes conçus pour les constructions conventionnelles détruirait leur valeur éducative. Une cabane en rondin, avec des cloisons sèches, des disjoncteurs et des tuyaux en PVC, n'était plus un véritable exemple d'architecture frontalière. Elle devenait un simulacre, une coquille creuse prétendant être ce qu'elle n'était pas. La bataille juridique a duré des années et mobilisé d'énormes ressources. Eustace a engagé des avocats qui ont fait valoir que Turtle Island devrait être exempté de certaines réglementations en raison de sa mission éducative et de ses méthodes de construction historique. Ils ont souligné que des structures similaires dans les parcs nationaux et les musées d'histoire vivante fonctionnaient sans être tenus de respecter les codes de construction résidentielle. Ils ont souligné que les adultes qui visitaient Turtle Island dans le cadre de programmes éducatifs le faisaient de leur plein gré en étant pleinement conscients
qu'ils étaient confrontés à des conditions primitives dans le cadre de l'expérience d'apprentissage. L'État a rétorqué que la sécurité publique ne pouvait être compromise indépendamment de la valeur éducative. Il a fait valoir que les bâtiments qui accueillent des invités pour la nuit même sur une base éducative temporaire doivent répondre à des normes minimales en matière de sécurité incendie et d'intégrité structurelle. Il s'inquiète de la responsabilité d'une personne blessée dans un bâtiment dépourvu d'issues appropriées ou d'une structure qui s'effondre en raison de méthodes de construction non conformes aux spécifications techniques. La machine bureaucratique avance indifférente aux arguments relatifs à la tradition, à l'éducation ou à la liberté individuelle. Pendant cette période, Eustache est contraint de faire des compromis douloureux. Certaines structures ont été modifiées par des ajouts autorisés. Des inspecteurs ont été autorisés à mesurer, photographier et évaluer les bâtiments en fonction de listes de contrôle, qui semblaient absurdes lorsqu'elles étaient appliquées à des cabanes en rondins construites selon des techniques du XVIIIe siècle. L'argent qui aurait pu être consacré à des programmes éducatifs a plutôt servi à payer des avocats des frais de permis et des modifications obligatoires qui n'ajoutaient rien à la sécurité, mais répondaient à des exigences bureaucratiques. Le stress se fait sentir. Eustache, habituellement énergique et optimiste, s'épuise dans des batailles incessantes pour l'obtention de permis et d'approbation. Le temps passé à défendre l'île de la Tortue est du temps volé à l'enseignement, à la construction, à la vie des valeurs que la propriété représente. Les jeunes gens venus chercher des connaissances se sont retrouvés au milieu d'un drame juridique qui a éclipsé l'enseignement des techniques primitives qu'ils avaient parcouru des centaines de kilomètres. Pourtant, la question la plus profonde n'a jamais été celle des infractions au code du bâtiment, mais celle du contrôle et de l'incapacité de l'État moderne à tolérer des alternatives au mode de vie qu'il a prescrit. Eustache ne fait de mal à personne. Ses élèves sont des participants volontaires qui désirent exactement ce qu'il leur offre. Les bâtiments, bien que non conventionnels, sont restés en place pendant des décennies sans incident. Mais rien de tout cela ne comptait pour un système réglementaire qui considérait tout écart par rapport aux normes établies comme une menace nécessitant une correction. La bataille a révélé des vérités gênantes sur la liberté américaine. Le même gouvernement qui célébrait l'héritage des pionniers et l'indépendance de la frontière dans les cours d'histoire s'efforçait activement d'éliminer les derniers vestiges de ce mode de vie du paysage moderne. On pouvait lire des ouvrages sur Daniel Boone à l'école, mais on ne pouvait pas vivre comme lui sur sa propre propriété. On pouvait visiter des reconstitutions historiques dans des parcs à thème, mais on ne pouvait pas créer d'authentiques communautés traditionnelles sans se noyer dans les permis et les inspections. À l'aube des années 2024, les menaces se sont de nouveau intensifiées. De nouvelles infractions ont été citées, des structures supplémentaires ont été signalées pour non-conformité. Le message était clair, se conformer complètement ou faire face à des conséquences de plus en plus graves. Eustache se trouvait à la croisée des chemins, contraint de choisir entre abandonner tout ce que représentait l'île de la Tortue ou risquer sa destruction par une action en justice. La bataille pour l'autosuffisance. La réponse d'Eustace Conway à la pression réglementaire croissante a révélé la profondeur de son engagement envers les principes qui sous-tendent Turtle Island. Plutôt que de mener une bataille juridique défensive, il est passé à l'offensive, utilisant le conflit pour mettre en lumière des questions plus larges sur la liberté américaine et le droit de choisir des modes de vie alternatifs. Son argument était simple mais puissant. Si un homme ne peut pas vivre en paix sur sa propre terre, en utilisant des compétences qui ont permis à l'humanité de survivre pendant des millénaires, alors la liberté est devenue un mot vide de sens. Il a commencé à parler publiquement de cette affaire, en donnant des interviews et en participant à des événements au cours desquels il a expliqué la situation à un public avide de voir quelqu'un prêt à défier une bureaucratie trop lourde. La réponse a été extraordinairement enthousiaste. Des lettres de soutien affluent de tout le pays. Certaines proviennent d'Américains vivant en milieu rural et confrontés à des problèmes similaires avec les inspecteurs en bâtiment et les conseils de zonage. D'autres arrivent de familles de banlieue qui admirent de la position d'Eustache, même si elles n'ont pas l'intention d'y vivre elles-mêmes. Le fil conducteur était l'appréciation d'une personne prête à défendre le principe selon lequel les Américains devraient pouvoir choisir leur mode de vie. Le soutien financier a suivi les expressions de solidarité. Reconnaissant que les batailles juridiques nécessitaient des ressources, les partisans ont mis en place des campagnes de collecte de fonds
pour aider à couvrir les honoraires d'avocats et les frais de justice. Les petits dons de 20 $ ou 50 $ s'accumulent pour atteindre des sommes importantes. Certains contributeurs envoient des sommes plus importantes, considérant la défense de l'île de la Tortue comme un investissement dans la préservation d'options pour les générations futures. L'argent permet à Eustace d'engager des avocats expérimentés spécialisés dans les droits de propriété et les problèmes de réglementation. La stratégie juridique a évolué pour inclure des arguments constitutionnels sur la liberté personnelle et les droits de propriété. Les avocats ont fait valoir que le fait d'obliger Eustace à abandonner les méthodes de construction traditionnelles en faveur des codes de construction modernes violait son droit d'utiliser pacifiquement sa propriété comme il l'entendait. Ils ont souligné que Turtle Island ne représentait aucune menace pour les voisins ou pour la communauté dans son ensemble. Pas de pollution, pas de bruit autre que les sons naturels, pas d'activité ayant un impact sur d'autres personnes que celles qui ont volontairement choisi d'y participer. Les règlements appliqués ne servaient aucun intérêt public légitime, mais reflétaient plutôt des préférences arbitraires pour l'uniformité. Simultanément, Eustace a doublé la mission éducative de Turtle Island. Si les autorités voulaient mettre fin à l'éducation à la vie primitive, il s'assurerait que tout le monde comprenne ce qui était en train d'être perdu. Il a élargi la programmation attirant davantage d'étudiants et documentant les compétences traditionnelles sur vidéo afin de préserver les connaissances indépendamment de ce qui est arrivé au site physique. Les cours de forge sont remplis des mois à l'avance et les ateliers de fabrication de feux primitifs affichent complets quelques heures après l'annonce de leur tenue. Les gens voulaient apprendre ces compétences et Eustace était déterminé à les enseigner le plus longtemps possible. La couverture médiatique s'est intensifiée notamment grâce à la série télévisée Mountain Men, qui relatait ses luttes incessantes avec la bureaucratie parallèlement à ses activités quotidiennes de maintien de l'île de la Tortue. Les téléspectateurs ont vu Eustace se débattre dans l'absurdité d'expliquer aux inspecteurs en bâtiment pourquoi une cabane en rondin taillée à la main n'avait pas besoin de cloisons sèches ou pourquoi une cave à légumes n'avait pas besoin d'éclairage électrique. Le contraste entre des méthodes traditionnelles pleines de bon sens et des exigences modernes absurdes était frappant et convaincant. Le soutien est venu de milieux inattendus. Des chercheurs universitaires qui étudient les modes de vie durables et les connaissances écologiques traditionnelles ont tendu la main, proposant de documenter la valeur éducative de Turtle Island dans des publications évaluées par des pairs. Les anthropologues ont reconnu que le site était un précieux réservoir de connaissances culturelles qui disparaissait rapidement de la société américaine. Les spécialistes de l'environnement ont noté que le mode de vie à faible impact d'Eustace offrait des alternatives pratiques aux constructions et aux modes de vie modernes qui consomment beaucoup de ressources. D'autres homesteaders et adeptes de l'autonomie se sont ralliés à la cause, reconnaissant que le combat d'Eustace était aussi le leur. Si les autorités ont pu contraindre Turtle Island à se conformer, aucun autre mode de vie n'est à l'abri d'un traitement similaire. Des forums en ligne et des groupes de médias sociaux ont organisé des campagnes d'envoi de lettres aux fonctionnaires du comté et aux législateurs de l'État. Le message était cohérent. Laissez l'île de la Tortue tranquille et cessez de persécuter un homme dont le seul crime est de vivre différemment. La pression politique a commencé à s'exercer sur les agences chargées de faire appliquer la loi. Les commissaires du comté ont reçu des centaines d'appels et de courriels, leur demandant pourquoi des ressources étaient gaspillées pour harceler un homme qui ne représentait aucune menace pour le public. Les journaux locaux ont publié des éditoriaux mettant en doute le bien-fondé de l'expulsion d'un établissement d'enseignement qui attirait des visiteurs et attirait l'attention sur la région. Certains élus, sentant le sentiment du public, ont commencé à se demander si les mesures d'application servaient un objectif légitime. La lutte a également suscité des conversations plus larges sur les codes de construction et les excès de réglementation. Les analystes politiques ont souligné que de nombreuses réglementations en matière de construction, bien que justifiées au nom de la sécurité, servent principalement à augmenter les coûts de construction et à limiter les options de logement. L'exigence d'entrepreneurs agréés de matériaux approuvés et d'inspections multiples a ajouté des dizaines de milliers de dollars aux projets de construction, tout en apportant des avantages discutables en matière de sécurité pour les structures simples. La bataille d'Eustace est devenue un point central de ces débats plus vastes sur le degré de réglementation approprié et sur qui devrait avoir l'autorité de décider. Une communauté en état de siège. Alors que la lutte personnelle d'Eustace Conway
fait la une des journaux, la menace qui pèse sur l'île de la Tortue affecte toute une communauté d'étudiants, d'apprentis et de sympathisants qui ont bâti leur vie autour du savoir et du mode de vie que représente la propriété. Ces personnes sont confrontées à leur propre crise alors que l'avenir de leur maison d'éducation est en suspens. Leurs histoires ont révélé le coût humain des batailles réglementaires qui peuvent sembler abstraites lorsqu'elles sont réduites à des documents juridiques et à des violations de codes. Les jeunes qui avaient trouvé une orientation et un but à Turtle Island ont soudain été confrontés à l'incertitude quant à la poursuite des programmes qui avaient transformé leur vie. Un jeune homme qui était arrivé des années plus tôt en tant qu'adolescent, perturbé, échouant à l'école conventionnelle, avait découvert sa vocation grâce à l'enseignement de compétences primitives. Il était devenu un forgeron expérimenté, apprenant à forger des outils et du matériel en utilisant des techniques datant de plusieurs siècles. La perspective de la fermeture de l'île de la Tortue signifiait qu'il risquait de perdre l'accès au mentorat et aux installations qui lui avaient donné une carrière viable. Son histoire a été répétée des dizaines de fois, chaque individu représentant une vie améliorée par ce que l'île de la Tortue lui offrait. Le programme d'apprentissage qui permettait à des étudiants engagés de vivre et de travailler sur la propriété pendant de longues périodes a été particulièrement perturbé. Ces apprentis, souvent dans leurs 20 et 30, avaient pris des décisions importantes dans leur vie en raison de la possibilité qui leur était offerte de s'immerger dans l'enseignement des compétences traditionnelles. Certains avaient quitté leur emploi, vendu leurs biens et déménagé à l'autre bout du pays pour étudier à l'île de la Tortue. Les menaces réglementaires ont créé des dilemmes angoissants. Devaient-ils s'engager à rester malgré l'incertitude? Devaient-ils chercher d'autres solutions? Ou pouvaient-ils trouver une formation comparable à la vie primitive et à l'artisanat oublié? Les enseignants et les instructeurs qui travaillaient aux côtés de Stas ont également ressenti la pression. Il s'agissait de personnes possédant une expertise rare dans des domaines traditionnels, tels que le tannage des peaux, la construction naturelle, la survie en milieu sauvage et l'artisanat patrimonial. Ils avaient trouvé à Turtle Island l'un des rares endroits en Amérique où leurs connaissances étaient appréciées et pouvaient être transmises à des élèves enthousiastes. Si la propriété était forcée de fermer ou de modifier fondamentalement ses activités pour se conformer à la réglementation, ces enseignants perdraient non seulement leur emploi, mais aussi une plateforme de préservation des connaissances qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs dans la société moderne. Les membres de la communauté locale qui avaient considéré Turtle Island comme un atout régional unique ont observé avec inquiétude les agences gouvernementales qui menaçaient son existence. La propriété a attiré des visiteurs dans la région, des personnes qui ont dépensé de l'argent dans les entreprises locales tout en participant au programme. Elle a offert des possibilités éducatives uniques aux jeunes de la région qui n'auraient jamais pu découvrir les compétences traditionnelles. Certains habitants ont participé à des ateliers ou envoyé leurs enfants dans des camps à Turtle Island. L'idée de perdre cette ressource à cause d'une application bureaucratique a été ressentie comme une trahison du bon sens. La communauté plus large des compétences primitives et des connaissances traditionnelles s'est ralliée avec une solidarité remarquable. Les organisations dédiées au bushcraft, à l'artisanat patrimonial et au mode de vie durable ont reconnu qu'une attaque contre l'île de la Tortue menaçait l'ensemble du mouvement pour la préservation et la renaissance des compétences traditionnelles. Si le centre d'enseignement des techniques primitives le plus connu d'Amérique pouvait être fermé en raison de l'application du code de la construction, les petites structures étaient encore plus vulnérables. La lutte a alors porté sur la défense du droit de chacun, où qu'il soit, d'enseigner et d'apprendre les connaissances traditionnelles sans être écrasé par des réglementations conçues pour des contextes complètement différents. Les partisans ont organisé des rassemblements et des événements destinés à démontrer le soutien du public à Turtle Island. Un rassemblement organisé en 2024 a attiré des centaines de personnes sur le site, dont beaucoup venaient d'États éloignés. Elles sont venues en portant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Préserver la liberté traditionnelle » et « Les codes de construction ne sont pas uniques ». Des orateurs se sont adressés à la foule racontant des histoires personnelles sur la façon dont Turtle Island avait influencé leur vie et sur les raisons pour lesquelles sa préservation était importante. L'événement a suscité une couverture médiatique qui a encore amplifié la pression exercée sur les fonctionnaires pour qu'ils reconsidèrent leurs mesures d'application. La charge émotionnelle pesant sur Eustace lui-même a été importante mais soigneusement gérée. Ses proches ont observé des moments de frustration et de lassitude, des moments où les batailles juridiques constantes semblaient accablantes.
Pourtant, il a gardé un calme et un optimisme remarquables en public, comprenant que sa réaction influencerait la façon dont les autres perçoivent le combat. Il a fréquemment rappelé à ses partisans que la bataille le dépassait, que l'île de la Tortue représentait des idéaux qui méritaient d'être défendus, quel qu'en soit le coût personnel. Cette perspective l'a soutenu dans les moments les plus sombres, lorsque la victoire paraissait impossible. Le soutien de la communauté ne s'est pas limité aux rassemblements et aux collectes de fonds, mais s'est étendu à l'aide pratique apportée pour maintenir les activités de l'île de la Tortue pendant la crise. Des bénévoles se sont présentés pour aider à l'entretien des propriétés, ce qui a permis à Eustace de consacrer plus d'énergie aux questions juridiques. Des artisans qualifiés ont offert leurs services à des tarifs réduits ou ont fait don de leur main-d'œuvre. Les dons de nourriture ont permis de compenser les coûts. L'afflux a montré que Turtle Island avait construit une véritable communauté, des réseaux de personnes réellement investies dans sa survie et prêtes à contribuer de manière significative à cet objectif. La situation a également créé des divisions, en particulier avec les voisins qui avaient déposé les premières plaintes et avec les fonctionnaires chargés de faire appliquer les réglementations qu'ils pouvaient personnellement désapprouver. Certains inspecteurs ont exprimé en privé leur sympathie à l'égard d'Eustache, tout en affirmant qu'ils avaient un travail à faire et des codes à appliquer. Cela a mis en évidence la nature impersonnelle de la bureaucratie, la façon dont les systèmes peuvent nuire aux individus, même si aucune personne impliquée ne souhaite ce résultat. La machine fonctionnait selon sa programmation, et changer son cours nécessitait plus que de faire appel à la conscience individuelle. La lutte pour préserver la liberté américaine. Alors que le conflit entre Eustace Conway et les autorités réglementaires s'étendait sur 2025, l'importance de la bataille dépassait le cadre d'un homme et d'une propriété. Elle devenait un test pour savoir si les modes de vie traditionnels conservaient un espace protégé dans l'Amérique moderne ou si l'État régulateur avait acquis une autorité totale pour dicter des modes de vie acceptables. Le résultat allait indiquer à d'innombrables Américains si le choix de voies alternatives restait viable ou était devenu effectivement illégal. Les enjeux philosophiques étaient profonds. Eustache articulait une vision de la liberté enracinée dans l'autosuffisance et la dépendance minimale à l'égard de systèmes échappant au contrôle de l'individu. Il ne s'agissait pas d'un anarchisme antigouvernemental, mais plutôt d'un plaidoyer en faveur de limites raisonnables à la portée de la réglementation. Son argument a trouvé un écho particulier auprès des Américains des zones rurales qui avaient vu des réglementations conçues pour des contextes urbains et suburbains être imposées à des environnements complètement différents. L'exigence d'une fosse septique qui avait du sens dans un lotissement dense devenait absurde lorsqu'elle était appliquée à une propriété isolée dans les montagnes avec une seule toilette extérieure desservant une poignée de personnes. Pourtant, les bureaucraties ont traité les deux situations de manière identique. Les procédures judiciaires ont révélé l'inflexibilité des cadres réglementaires modernes. Les avocats représentant Eustace ont présenté des preuves que les bâtiments de Turtle Island étaient fondamentalement sains, que les méthodes de construction traditionnelles avaient prouvé leur durabilité pendant des décennies et qu'aucun incident de sécurité ne s'était produit malgré des années d'exploitation. Rien de tout cela n'avait d'importance en vertu de la lettre stricte des codes de construction qui exigeaient des matériaux, des inspections et des procédures spécifiques, sans tenir compte du fait que d'autres solutions permettaient d'atteindre les mêmes objectifs. Le système valorisait la conformité aux procédures plutôt que les résultats réels. Cela mettait en évidence un problème plus profond dans la façon dont l'Amérique contemporaine aborde le risque et la sécurité. Au lieu de permettre à des personnes compétentes de prendre des décisions éclairées sur les niveaux de risque acceptables, les réglementations ont imposé des normes uniformes qui ont éliminé tout choix. Les adultes qui se rendent sur l'île de la Tortue pour y acquérir des compétences primitives étaient parfaitement capables de comprendre qu'ils allaient être confrontés à des conditions rustiques. Ils l'ont choisi explicitement, mais le cadre réglementaire les a traités comme des personnes incompétentes pour évaluer leur propre tolérance aux risques, exigeant la protection du gouvernement même lorsqu'elle n'est pas souhaitée. Les implications économiques s'étendent au-delà de l'île de la Tortue elle-même. L'obligation de se conformer aux codes de construction modernes pour chaque structure nécessiterait des investissements pouvant dépasser des centaines de milliers de dollars. Cet argent irait aux entrepreneurs agréés, aux inspecteurs et aux fournisseurs, tout en détruisant la valeur des bâtiments traditionnels qui incarnent un savoir et un savoir-faire irremplaçables. Le calcul économique favorise la démolition et le remplacement,
plutôt que la préservation et l'adaptation, une formule qui appliquée à grande échelle effacerait les derniers exemples du patrimoine bâti traditionnel américain. L'équipe de défense d'Eustas a finalement poursuivi plusieurs stratégies simultanément. Les contestations juridiques se sont poursuivies devant les tribunaux, arguant des protections constitutionnelles des droits de propriété et des objections religieuses ou philosophiques à la modernisation forcée. La pression politique s'est accrue grâce à la défense directe des intérêts des législateurs et des fonctionnaires qui avaient le pouvoir d'accorder des exemptions ou de modifier les priorités en matière d'application de la législation. Les campagnes de relations publiques ont permis de maintenir l'attention des médias sur l'affaire, rendant ainsi politiquement coûteuse la poursuite d'une application agressive de la législation. L'organisation communautaire a maintenu le soutien de la base et a démontré l'appui du public. Certaines concessions étaient inévitables. Certaines structures ont reçu des modifications mineures qui répondaient aux exigences du code technique sans modifier fondamentalement leur caractère. Des extincteurs ont fait leur apparition dans des bâtiments qui n'en avaient jamais eu. Certains documents ont été déposés et certains permis ont été obtenus pour de futures constructions. Ces compromis étaient des retraites stratégiques conçues pour préserver les opérations de base, tout en démontrant des efforts de bonne foi en matière de conformité. L'objectif n'était pas la pureté absolue, mais la survie avec une intégrité intacte. Le mouvement plus large en faveur des modes de vie alternatifs et de l'enseignement des techniques traditionnelles a vu dans le sort de Turtle Island un indicateur de son propre avenir. Si Eustas parvenait à défendre son droit d'entretenir des bâtiments traditionnels et d'enseigner des techniques primitives, cela créerait un précédent et encouragerait d'autres personnes confrontées à des défis similaires. S'il échouait, cela enverrait un message glaçant, selon lequel les autorités réglementaires pourraient fermer toute opération s'écartant des méthodes approuvées indépendamment de la valeur éducative ou culturelle de l'opération. Vers la fin des années 2025, la situation n'était toujours pas résolue, mais elle avait évolué d'une crise immédiate vers une lutte prolongée. Eustas continuait à exploiter l'île de la Tortue, à enseigner aux élèves et à entretenir la propriété selon sa vision. Les mesures d'application n'étaient pas allées jusqu'à la fermeture effective, ce qui suggère que les fonctionnaires reconnaissaient les difficultés politiques qu'il y avait à forcer un établissement d'enseignement populaire à fermer. Un équilibre précaire s'instaure, les menaces juridiques subsistent, mais ne sont pas immédiatement mises à exécution. Il s'agit d'une victoire partielle, mais pas d'une résolution définitive. Eustache a compris que la défense de l'île de la Tortue exigeait une vigilance de tous les instants. Tout relâchement de l'attention pourrait ouvrir la voie à de nouvelles mesures d'application. La lutte plus large pour préserver un espace pour les modes de vie traditionnels et alternatifs se poursuivra longtemps après la fin de son combat personnel. Les générations futures seront confrontées à leur tour à des systèmes réglementaires qui considèrent les écarts par rapport aux normes comme des problèmes devant être corrigés. Ce qu'Eustas a démontré cependant, c'est que la résistance est possible. Un homme armé de principes et soutenu par la communauté peut résister à la pression bureaucratique et survivre. Son exemple a inspiré d'autres personnes confrontées à des défis similaires à se battre, plutôt qu'à se conformer passivement. L'île de la Tortue est restée opérationnelle, continuant à enseigner des compétences oubliées, prouvant que les humains pouvaient prospérer en utilisant des connaissances que la société moderne avait jugées obsolètes. Tant que les feux brûlaient dans la forge et que les élèves apprenaient à faire du feu par friction, l'esprit de l'indépendance américaine traditionnelle vivait dans ces montagnes de Caroline du Nord. La bataille pour l'île de la Tortue se poursuit, représentant tous ceux d'entre nous qui croient que la liberté signifie plus que le choix entre des options approuvées. Eustace Conway se bat non seulement pour sa propriété, mais aussi pour le principe selon lequel les Américains peuvent encore choisir des voies différentes. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec d'autres personnes qui valorisent l'indépendance et le savoir traditionnel. Soutenez ceux qui défendent des alternatives au monde moderne à taille unique. L'avenir de la liberté en dépend.